Libre parcours, mort à crédit. Nous fêtons cette année le cinquantenaire de Mort à crédit. C'est en effet en 1936 que paraissait pour la première fois ce roman important de Louis-Ferdinand Céline. Avec nous en studio pour en parler, André Smith, auteur chez Grasset d'un essai La nuit de Louis-Ferdinand Céline, et Jean Brousseau qui a accepté de lire 2 extraits de l'œuvre. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Dites-moi, André Smith, comment vous est venu cet intérêt pour l'œuvre de Céline? Mon intérêt pour Céline est venu d'une façon très naturelle et dans une sorte d'enthousiasme désordonné autour de 1960. J'ai acheté Voyage au bout de la nuit, comme je lisais plusieurs autres romans à l'époque, et j'ai immédiatement été conquis pour des raisons strictement littéraires, plaisir de lecture, et sans véritablement connaître tous les aspects sociologiques, historiques, idéologiques qui pouvaient concerner Céline. Cela est venu par la suite. L'enthousiasme premier est purement littéraire et c'est aussi mon enthousiasme actuel. Donc c'est un intérêt qui a perduré au point en tout cas au point de vous pousser à faire une thèse sur Céline et après d'en faire un livre. C'est exact, et je considère que c'est une très grande chance que de pouvoir faire une thèse sur un auteur qu'on aime et qu'on continue d'aimer même après avoir fait la thèse. Pour vous, Céline, est-ce que c'est avant tout Voyage au bout de la nuit? Au départ, oui, mais je dois dire que la lecture de chaque roman entraînait une autre découverte, car ce qui fait peut-être la très grande originalité de Céline, et en tout cas son caractère exceptionnel, c'est que chaque fois qu'il écrit un roman, il se renouvelle, il recommence. Il écrit Voyage au bout de la nuit, c'est extrêmement nouveau par rapport à la production romanesque de l'époque et même de l'histoire. On se dit c'est un livre unique, il n'y en aura pas d'autre, et pourtant, 4 ans plus tard, il écrit Mort à crédit, et c'est nouveau. Céline renouvelle Céline, et il en ira ainsi par la suite avec Guignolsbahn, et jusqu'à la fin avec la trilogie allemande D'un château l'autre, Nord et Rigaudon. Il y a toujours un scandale autour de Céline, autour de ses livres pour commencer, et après autour de sa personne. C'est exact, et il est probable que le plus grand scandale s'est fait, du moins sur le plan littéraire, justement avec Mort à crédit. Mort à crédit était attendu par la critique, par les autres écrivains, et à l'époque, au printemps 1936 et durant l'été, on a publié quelques 100 critiques dans les journaux français et aussi étrangers, belges par exemple. Et en fait, près des 3/4, en tout cas les 2/3 de ces critiques étaient négatives. Mais ces critiques étaient négatives avec une telle violence et une telle passion que finalement c'était, même dans la négativité, c'était reconnaître l'œuvre et son importance. En fait, les critiques portaient essentiellement sur 2 points. Un point mineur, du moins maintenant il est devenu mineur, c'est l'obscénité de Mort à crédit. Et le deuxième point, qui a toujours été la marque de commerce, si j'ose dire, de Céline, on était scandalisé par le langage, les audaces de langage. Et surtout, car c'est la première fois dans Mort à crédit qu'on observe ce phénomène, Céline brise le rythme de la phrase dans Mort à crédit. Il introduit l'oralité, la langue parlée, les 3 points, et tout ça a été reçu avec beaucoup d'attention, et disons avec beaucoup d'attention critique. Il a même reçu une lettre de Francis Carco, qui lui était spécialiste de l'argot, mais qui disait qu'on ne devait pas écrire des romans en langue populaire. C'est exact, et à cet égard, la position de Carco illustre assez bien l'attitude des écrivains qui écrivaient en langue populaire, à savoir, ils distinguaient dans leurs textes la représentation du parler populaire et leur capacité, par ailleurs, à écrire en langue académique. Un peu comme dans les pièces de Molière, on fait parler les personnages
un français très courant, très populaire, mais à côté, il y a le français correct. Et justement, une des grandes originalités de Céline, c'est d'avoir incorporé le tout. Car la langue parlée de Céline, ce n'est pas du tout la reproduction automatique et systématique de la langue populaire. C'est une langue en réalité très travaillée, si bien qu'un critique d'ailleurs important, Paul Nizan, un écrivain important par ailleurs, Paul Nizan a même, en juillet 1936, comparé Céline à Mallarmé. Je lui laisse bien sûr la responsabilité du rapprochement. C'est assez curieux comme rapprochement. Très curieux, mais sur un point précis, on peut dire que Céline, comme Mallarmé, a travaillé la langue. Son projet principal comme écrivain, c'est le travail sur le matériau. L'univers thématique, romanesque, idéologique, psychanalytique, tout ce que l'on voudra, vient, je ne dirais pas par surcroît, mais vient grâce au travail esthétique. D'où, selon moi, la grande importance de Céline. Si vous voulez, André Smith, nous allons demander à Jean Brousseau de lire les 2 premières pages de Mort à crédit. Il s'agit d'un narrateur qui est en train de s'intéresser à une légende, la légende du roi Krogold, et qui finit par raconter son enfance, par faire des portraits, par parler d'un voyage en Angleterre. Le délire fait partie de l'écriture, et ça ne paraît peut-être pas au début. J'ai choisi à dessein un passage qui soit plus, osons le mot, plus calme, moins dérangeant. Nous voici encore seuls. Tout cela est si lent, si lourd, si triste. Bientôt je serai vieux, et ce sera enfin fini. Il est venu tant de monde dans ma chambre, ils ont dit des choses, ils ne m'ont pas dit grand-chose. Ils sont partis. Ils sont devenus vieux, misérables et lents, chacun dans un coin du monde. Hier à 8 heures, Madame Bérange, la concierge, est morte. Une grande tempête s'élève de la nuit. Tout en haut, où nous sommes, la maison tremble. C'était une douce et gentille et fidèle amie. Demain on l'enterre rue des Saules. Elle était vraiment vieille, tout au bout de la vieillesse. Je lui ai dit, dès le premier jour, quand elle a toussé, ne vous allongez pas, surtout, restez assise dans votre lit. Je me méfiais. Et puis voilà. Et puis tant pis. Je n'ai pas toujours pratiqué la médecine, cette merde. Je vais leur écrire qu'elle est morte, Madame Bérange, à ceux qui m'ont connu, qui l'ont connue. Où sont-ils? Je voudrais que la tempête fasse encore bien plus de boucan, que les toits s'écroulent, que le printemps ne revienne plus, que notre maison disparaisse. Elle savait, Madame Bérange, que tous les chagrins viennent dans les lettres. Je ne sais plus à qui écrire, tous ces gens sont loin. Ils ont changé d'âme pour mieux trahir, mieux oublier, parler toujours d'autre chose. Vieille Madame Bérange, son chien qui louche, on le prendra, on l'emmènera. Tout le chagrin des lettres depuis 20 ans, bientôt, s'est arrêté chez elle. Il est là dans l'odeur de la mort récente, l'incroyable aigre goût. Il vient d'éclore, il est là, il rôde, il nous connaît, nous le connaissons. Je m'excuse. Je vous en prie, Jean. Je reprends. Reprenez-vous, nous sommes en direct. Nous sommes en direct, il nous connaît. Nous le connaissons à présent. Il ne s'en ira plus jamais. Il faut éteindre le feu dans la loge. À qui vais-je écrire? Je n'ai plus personne. Plus un être pour recueillir doucement l'esprit gentil des morts, pour parler après ça plus doucement aux choses. Courage pour soi tout seul. Sur la fin, ma vieille bignole, elle ne pouvait plus rien dire. Elle étouffait, elle me retenait par la main. Le facteur est entré, il l'a vu mourir. Un petit hoquet, c'est tout. Bien des gens sont venus chez elle autrefois pour me demander. Ils sont repartis loin, très loin, dans l'oubli, se chercher une âme. Le facteur a ôté son képi. Je pourrais, moi, dire toute ma haine, je sais. Je le ferai plus tard, s'ils ne reviennent pas.
J'aime mieux raconter des histoires. J'en raconterai de telles qu'ils reviendront exprès pour me tuer, des quatre coins du monde. Alors ce sera fini. Et je serai bien content. Merci beaucoup, Jean. Vous allez nous lire un autre extrait tout à l'heure, si vous voulez bien. Ça va fouiller, j'espère. Je vous en prie, écoutez, c'est dans le jeu, ça. Voilà. Vous avez accepté de le jouer, et c'est tant mieux pour nous. Il faut prendre ses responsabilités. Donc, un extrait de Mort à crédit de Céline. Céline, dont le véritable nom était Louis-Ferdinand Destouches. Il était médecin. Il était médecin et donc très marqué, très sensible à la mort, aux choses qui passent, comme en témoigne le texte qu'on vient de lire. Ce texte d'ailleurs qui sert d'ouverture à Mort à crédit annonce très bien sur ce plan la suite du roman. Un des aspects en effet du roman, c'est les choses qui passent, mais non seulement les personnes, aussi les objets, et qui se transforment. Si on lit Mort à crédit attentivement, on s'aperçoit que tout devient matière, poussière, rien. Et il est certain, en particulier avec ce texte sur Madame Bérange, que Céline est indignée par ça et que c'est un des premiers ressorts de son écriture. Mais heureusement, ce n'est pas le seul. Céline ne fonctionne pas, littérairement parlant, Céline ne fonctionne pas seulement à partir d'une indignation devant la condition humaine. Il y a beaucoup d'autres aspects dans son œuvre. Et son écriture s'explique donc, comme vous venez de le dire, par l'indignation, par le temps qui passe, par une violence également, une violence intérieure. Il n'a jamais été en accord avec le monde autour de lui. Céline, c'est en effet une révolte qui ne s'éteint pas et d'une certaine façon qui n'arrive, pour notre plus grand bonheur, qui n'arrive à trouver sa raison d'être et sa vitesse de croisière, si on peut dire, que dans l'acte esthétique. Céline, en somme, triomphe de la mort et de l'indignation qu'il ressent devant les choses qui passent en écrivant. Cela est peut-être banal, si vous voulez, comme principe, mais ce n'est pas du tout banal quant au résultat. Mort à crédit paraît en 1936. Le voyage en Russie se situe cette année-là, mais c'est après l'écriture de Mort à crédit, j'imagine. C'est après l'écriture de Mort à crédit, et de toute façon, ce n'est pas véritablement relié à Mort à crédit. Céline est allée en Russie, disons-le tout simplement, pour essayer de dépenser les droits d'auteur qu'il avait gagnés pour Voyage au bout de la nuit et qu'il ne pouvait sortir de Russie. Qui était immense, je crois, les droits. On n'a jamais su exactement leur quantité, mais ils étaient sûrement considérables. À cet égard, on peut citer une anecdote. Voyage au bout de la nuit a été traduit en russe en partie grâce à l'influence d'Aragon, ce qui a fait que Céline, ensuite, dans d'autres ouvrages, s'est plu à qualifier Aragon de traducteur. Il disait « Aragon, mon traducteur ». Évidemment, au point de vue politique, ils étaient devenus des ennemis. Ils étaient devenus des ennemis, et en fait, ils l'ont toujours été. Céline a donné une certaine illusion d'engagement à gauche avec Voyage au bout de la nuit, à cause de la thématique de Voyage au bout de la nuit, le côté anticolonial, le côté critique des mœurs américaines et de la société de consommation, etc. Tout ça a fait qu'on a cru, dans certains milieux, que Voyage était un livre de gauche. Mais ce n'était pas le cas. Et d'ailleurs, les écrivains de gauche, justement les plus avertis, comme Nizan, et aussi comme Trotsky lui-même, avaient dénoncé les aspects nihilistes et, disons, anti-engagement de Voyage au bout de la nuit. Céline dénonce, mais ne prend la carte d'aucun parti. Il prendra parti plus tard. Il prendra parti plus tard. De la façon peu louable que l'on sait. Exactement. Et Céline, en fait, s'est engagée dans l'arène politique immédiatement après Mort à crédit, avec ses pamphlets, dont l'antisémitisme est bien connu. Et cet antisémitisme de Céline, qui ne peut d'aucune façon être justifié, peut et doit cependant être expliqué. Il faut d'abord rappeler que l'antisémitisme, à l'époque, hélas, est un trait culturel. C'est dans l'air. À cet égard, on peut faire une expérience intéressante, si on est lecteur de Simenon, par exemple,
car Simenon est un très bon miroir de l'époque. Si vous lisez les romans de Simenon de la décennie 30, vous trouvez de nombreuses traces d'antisémitisme. Ça fait partie du décor. Et bien sûr, ensuite, on n'en trouve plus de traces d'antisémitisme chez Simenon. Simenon n'était pas antisémite pour autant. Il reproduisait simplement un aspect particulièrement condamnable de l'ère du temps. Donc, il y a ce côté ère du temps qui explique l'antisémitisme de Céline, et il y a plus cependant. L'antisémitisme de Céline se retrouve aussi à l'état latent déjà dans Mare à crédit. Parce que, et c'est peut-être l'occasion de revenir un peu à Mare à crédit, dans Mare à crédit, nous trouvons représenter une famille, celle de Céline, et un milieu, le milieu des petits commerçants de l'époque, qui est en train de perdre son statut social, son statut financier, et qui cherche des boucs émissaires. Et parmi les boucs émissaires, il y a les Juifs. Donc, chez Céline, l'antisémitisme est un phénomène intériorisé, en plus d'être un trait culturel. Et j'aimerais quand même ajouter ceci. L'antisémitisme de Céline doit être condamné, et en aucun cas, lorsqu'on étudie Céline, et surtout lorsqu'on l'aime, on ne doit essayer de le refouler. Il faut, en quelque sorte, respecter Céline suffisamment pour lui laisser la responsabilité de ses engagements, si indéfendables soient-ils. Est-ce que Céline a évolué dans son antisémitisme? Est-ce que, voyant, par exemple, à la fin de la guerre, apprenant, ou peut-être le savait-il dès le début, les horreurs des camps et tout ça, est-ce qu'il a modifié son attitude? Céline, en fait, est restée très vigoureusement antisémite jusqu'au début de la guerre. Cela se retrouve dans Bagatelle pour un massacre, dans L'école des cadavres. Mais quand il a publié en 1941 son dernier pamphlet intitulé Les beaux draps, les traces d'antisémitisme, sans avoir disparu complètement, avaient disparu à peu près à 90-95%. Et par la suite, après la guerre, Céline a tout simplement, je dirais, refoulé son antisémitisme. Il n'en parlait plus. Il était latent, selon vous? Il était sans doute latent, mais c'était aussi une chose finie, une chose oubliée. Céline, d'une certaine façon, et c'est une des conséquences de son engagement, justement, antisémite, Céline était devenue, à sa façon, victime. Et il le méritait bien. Merci, André Smith. Nous allons redemander à Jean Bousseau de lire un autre extrait de Mort à crédit. C'est un extrait qui montre le côté chronique familial de Mort à crédit. Et encore une fois, j'ai essayé qu'il y ait le moins possible d'argot dans l'extrait choisi. Comme les jours et les jours passaient, qu'on voyait presque plus de clientes, que c'était le plein été, qu'elles étaient toutes à la campagne, ma mère a décidé, finalement, que malgré sa jambe douloureuse et les avis du médecin, elle irait quand même à Chatou essayer de vendre un peu de camelote. C'est moi qui garderais la boutique pendant son absence. On n'avait plus d'alternative. Il fallait faire rentrer des sous. D'abord pour payer le complet neuf, et puis 2 paires de tatanes, et puis encore faire repeindre toute notre devanture en couleur saillante avant que la saison recommence. Elles faisaient très navrantes, nos vitrines, au milieu des autres. Elles étaient gris perle et verdâtres, tandis que tout à côté de nous, c'était la teinturerie Vertune, absolument pimpante neuve, une fantaisie jaune et bleu ciel. À notre droite, c'était la papeterie gommeuse, blanche immaculée, rehaussée de filigranes et pompons et de ravissants motifs, petits oiseaux sur des branches. Tout ça, c'était des gros frais. Il fallait s'y mettre. Elle n'a rien dit à mon père. Elle est allée prendre le dur, avec un baluchon énorme, pesant au moins 20 kilos. À Chatou, là, sur les lieux, elle s'est débrouillée tout de suite. Elle a resquillé un tréteau derrière la mairie, elle s'est planquée près de la gare en bonne position, elle a distribué toutes ses cartes pour faire connaître le magasin. L'après-midi, elle s'est remise à bagoter, surchargée comme un mulet, un peu partout dans le pays, à la recherche des villas où pouvaient nicher des clientes. En rentrant le soir, au passage, elle n'en pouvait plus d'épuisement. Elle souffrait à en hurler, tellement que sa jambe était racornie par les crampes,
Et puis son genou tuméfié, sa cheville surtout, toute disloquée par des entorses. Elle s'est aplatie dans ma chambre en attendant que mon père revienne. Elle s'appliquait de l'eau sédative, des compresses bien froides. Comme ça, dans les virées de banlieue, elle soldait à la sauvette, au chaland, pour faire du liquide. On en avait si grand besoin. Pour ne pas remporter, qu'elle prévenait. Elle est venue à la boutique à peine... il est venu à la boutique à peine 2, 3 personnes, tout le temps qu'elle était partie. C'était donc encore plus commode qu'on ferme tout franchement la lourde, et que je l'accompagne en banlieue, que je porte, moi, ses plus gros pactons. On n'avait plus Madame Divonne pour répondre pendant les absences. On a suspendu dans la porte l'écriteau « Je reviens de suite ». On a emporté le bec de canne. L'oncle Édouard, c'est pas du ballon, il l'aimait réellement, sa sœur. Ça lui faisait un chagrin extrême de la voir comme ça souffrir, dépérir et pâtir de plus en plus à force de travail et de peine. Sa santé l'inquiétait beaucoup, le moral aussi. Il pensait tout le temps à elle. Les lendemains de Chatou, elle pouvait plus tenir en l'air, toute sa figure ratatinait par la souffrance de sa jambe. Elle en gémissait comme un chien, toute tordue sur le lino même. À plat par terre qu'elle s'étendait quand mon père était sorti. Elle trouvait ça plus frais que le plume. Si en rentrant du bureau, qu'il la surprenne comme ça, défaite, exténuée, en train de se masser la guibole dans l'eau de la bassine, les jupes retroussées au menton, il grimpait dardard au 3e, il faisait semblant de ne pas l'avoir vue. Il ne faisait qu'un bond, il passait comme un éclair. Il fonçait sur sa mécanique, ou bien sur ses aquarelles. On en vendait toujours un peu, surtout ses bateaux à voile, une grande collection, et les conciles des cardinaux, les plus vivaces comme couleur, infiniment chatoyants. Ça fait toujours bien dans une pièce. C'était le moment qu'il se démerde. On attrapait la fin du mois. Pour compenser nos fermetures de la journée, pendant nos virées à travers Chatou, nous restions ouverts assez tard. Les gens se promenaient après dîner, surtout au moment des orages. S'il survenait un client, ma mère plaquait vite sa cuvette, tous ses tampons, d'un coup prompt, dessous le divan du milieu. Elle se redressait dans un sourire, elle amorçait la parlotte. Autour du cou, je me souviens bien qu'il se passait un gros chou de mousseline. C'était la coquetterie de l'époque, ça lui faisait une vraiment grosse tête. C'est pas facile à lire, Jean Brousseau, je Non, pense. Hein? surtout qu'il y a Ces des points de petits trucs, suspension, et vous avez remarqué ce Oui. cil. Oui, exactement, oui, ceci, et puis la photocopie aussi. André Smith, c'était voulu, ça, évidemment. Oui, il voulait calquer le langage Il voulait populaire. calquer le langage populaire, et vous voyez, vous mentionnez, c'est intéressant, ce si-il, justement, qui finalement est un effet de recherche. Oui. C'est même le contraire de la véritable expression parlée. C'est le contraire de l'écrivain naïf qui, lui, saurait même ça. Exactement. Donc, Céline, il y a la tendresse aussi qui paraît là-dedans. C'est un être virulent, violent, mais il est tendre également pour les personnes qui souffrent. Oui, et dans le cas présent, la personne qui souffre, c'est justement sa mère. Et à cet égard, on peut dire que Céline a entretenu un rapport ambigu et très riche avec ses parents. Et Maracrédie, qui a pour thème l'enfance de Céline, illustre assez bien ce rapport. Céline, en fait, dans Maracrédie, passe son temps à dénoncer ses parents, mais il ne peut pas s'empêcher de leur ressembler à l'un et à l'autre, pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, c'est certainement la mère. Vous savez que la mère était dentelière, donc elle faisait un travail à la main, qu'elle était très attentive à ce qu'elle faisait. Et Céline a certainement hérité son attention au style et sa manière d'écrire de sa mère. Par ailleurs, il a aussi hérité l'idéologie de son père. Et dans Maracrédie, s'il y a une figure réactionnaire antisémite, c'est précisément Auguste. Et nous assistons à ce mouvement très riche sur le plan psychologique. Le narrateur de Maracrédie se révolte contre son père. À la fin de la première partie du roman, il vient au bord de l'assassiner, mais par ailleurs, à son insu, il incorpore les valeurs de son père, qu'il va à son tour exprimer dans ses pamphlets.
en fait l'année suivante. Il y a également l'amour des bêtes. On sait que Céline aimait beaucoup Bébert. Bébert, c'est le chat de Céline qui l'a suivi partout dans cette folle équipée à travers l'Europe. L'amour des bêtes, l'amour des malades, l'amour de tout ce qui est démuni. Il ne faut pas oublier que même si Céline est avant tout, pour parler rapidement, un écrivain du langage, c'est aussi un écrivain qui a une très riche thématique, et cette thématique peut se résumer en un mot, la compassion. Céline est indignée par tout ce qui souffre, par tout ce qui est démuni, et il part de là, si on peut dire. Vous avez dit tout à l'heure qu'il avait été pris, qu'on a voulu en faire au début de sa carrière, au moment de comment s'appelle son premier livre? Bon Dieu, je cherche. Voyage au bout de la nuit. Voyage au bout de la nuit, c'était trop simple. Au moment de Voyage au bout de la nuit, on a voulu le prendre en charge, on a voulu en faire un communiste, ce n'était pas le cas. On cherche maintenant, ils ont réussi à en faire un auteur très moderne, un auteur de la modernité. Vous êtes de cet avis? Tout à fait, et je pense, et je le dis sous forme de boutade, que Céline, c'est l'écrivain de la modernité qui a vraiment réussi. C'est-à-dire qui a travaillé le matériau linguistique et qui arrive à nous faire oublier, quand on le lit attentivement, et ça c'est surtout valable pour la deuxième partie de l'œuvre, à partir de Guignol-Sban, il arrive à nous faire oublier les histoires qu'il raconte. Finalement, c'est impossible de résumer Guignol-Sban. C'est un livre qui se tient strictement par son écriture. Si on veut résumer Guignol-Sban, ça n'a l'air de rien. C'est une petite histoire, ça se passe à Londres, un peu, ou même, je pense, durant la guerre, celle de 14. Et les aventures qui y sont représentées ressortent strictement du vaudeville. Mais quel traitement! Si vous aviez, André Smith, un ouvrage à recommander à un auditeur, à un lecteur qui ne connaîtrait pas Céline, est-ce que ce serait Mort à crédit ou plutôt Voyage au bout de la nuit? Je pense qu'il faut commencer par Voyage au bout de la nuit, malgré l'enthousiasme qu'on peut avoir pour Mort à crédit ou Guignol-Sban. Ça doit commencer par Voyage au bout de la nuit. C'est un livre que vous avez lu et relu, j'imagine? Constamment et avec toujours beaucoup de plaisir, parce que ce que j'aime beaucoup chez Céline, c'est qu'on peut faire abstraction des interprétations, de la psychanalyse, des idéologies, de la gauche, de la droite. Dans son cas, c'est la droite. Mais tout cela, finalement, importe peu. Céline, c'est une expérience littéraire. Et je pense, je risque ici une hypothèse, je pense qu'on doit cela en partie au fait que Céline, en quelque sorte, quand il écrivait, se dédoublait. Il écrivait et il était son propre lecteur. Et il était d'une extrême sévérité pour lui-même. Il a été son premier lecteur et probablement son plus exigeant. À cet égard, on ne peut s'empêcher de penser à Flaubert. André Smith, vous nous avez fait un très très beau plaidoyer, un plaidoyer passionné de Céline, c'est merveilleux. Je vous pose une question et j'aimerais que vous me fassiez une réponse brève. Est-ce que vous croyez qu'on devrait reprendre les pamphlets antisémites de Céline? Oui. Même si lui ne le souhaitait pas? Même si lui ne le souhaitait pas, je pense que c'est un matériau public et de toute façon, les pamphlets existent, plusieurs lecteurs les possèdent, les lecteurs les plus riches. Alors pourquoi pas? Pourquoi ne pas les mettre à la portée de tous? Merci beaucoup, André Smith. C'était donc à Libre Parcours par cette journée très très peu ensoleillée, n'est-ce pas? Une émission consacrée au 50e anniversaire de la publication de Mort à crédit de Louis-Ferdinand Céline. Notre invité, André Smith, Jean Brousseau, lisait quelques extraits de l'œuvre. Je rappelle que Mort à crédit est disponible en collection de poche chez Folio. À la technique ce soir, Jean-Paul Vermette, ici Gilles Archambault. Demain, à Libre Parcours, nous évoquons le centenaire de naissance de Francis Carco.